Je veux, par ce petit entretien avec vous, parce que c'est plus un entretien qu'une conférence de presse, relancer le processus de communication entre le gouvernement et les médias. Ça tombe bien, vous avez vu le Premier ministre qui est venu un peu s'enquérir de la situation et des conditions dans lesquelles la communication gouvernementale se fait. Vous avez également entendu le président de la République annoncer que les ministres devraient s'exprimer plus souvent lors de conférences de presse. Donc ça va redémarrer incessamment, je suis tenté de le dire. Mais avant ça, j'ai voulu m'entretenir avec vous sur un certain nombre de sujets d'actualité. Vous souffrirez que sur certains sujets très techniques et très précis qui concernent les départements, comme les mines par exemple, je ne puisse pas aller très loin dans les réponses que je vous donnerai. Je vous renverrai aux entretiens que vous aurez avec les ministres concernés et qui seront mieux à même de vous préciser les points sur lesquels je n'aurais pas pu aller jusqu'au bout de vos interrogations. Voilà, donc sur ça, je vous passe la parole pour ceux qui ont des questions à poser. Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, l'opposition entend reprendre les manifestations de rue juste après le mois saint de Ramadan. Nous terminons le jeûne aujourd'hui, demain c'est la fête. Est-ce que le gouvernement entreprend des activités allant dans le sens de la reprise du dialogue pour épargner encore une fois cette difficulté, cette peur aux paisibles citoyens? Je crois que systématiquement, on essaie de mettre la justification des manifestations sur le fait qu'il n'y a pas de dialogue, ce qui est absolument faux. Il n'y a pas de dialogue tel que le veut l'opposition, aux conditions que le veut l'opposition, quand elle le veut, où elle le veut et comme elle le veut. C'est possible, mais ça, vous comprendrez qu'un gouvernement n'est pas obligé de se plier à ce type d'exigence. Mais il y a un dialogue qui est permanent au sein de l'Assemblée nationale et au sein de la CENI, puisqu'on parle, par exemple, d'élections, et au niveau de laquelle, je le répète, tous les acteurs sont représentés. Ils ont même été 2 fois de suite changés sur insistance de l'opposition. Donc, le dialogue politique existe en Guinée. C'est faux que de faire croire et faire accroire le contraire. Maintenant, il souhaite que le dialogue soit porté à un niveau plus élevé en faisant jouer le statut du Premier ministre qui est constitutionnellement le garant du dialogue politique. Il faut savoir une chose, c'est qu'à chaque fois que vous montez d'un niveau dans la résolution d'un problème, pour chercher des solutions, ça veut dire que vous avez échoué au niveau où vous étiez. Donc si le dialogue ne marche pas, peut-être que le gouvernement a sa part de responsabilité, mais l'opposition, qui est partie prenante de ce dialogue à l'Assemblée et à la CENI, est au même niveau de responsabilité que le gouvernement. Et il faut donc que chacun fasse des efforts pour que ce dialogue avance. Je ne pense pas que ces efforts-là se trouvent dans la rue, surtout quand on sait les conséquences que ces manifestations ont eues jusqu'à présent en République de Guinée. L'opposition souhaite exercer un droit, le gouvernement devra exercer également sa responsabilité. En quoi faisable? En maintenant l'ordre public et en veillant à ce que ces manifestations n'engendrent pas encore de nouvelles crispations politiques, sachant que la responsabilité première revient à celui-là qui organise la manifestation, à savoir l'opposition. Nous espérons que le sens des responsabilités de la mesure prévaudra en l'occurrence. L'opposition dénonce notamment le non-respect des accords politiques du 20 août. Que lui répondez-vous? À chaque point des accords du 20 août, il y a eu un certain nombre d'avancées. Là où il n'y a pas eu d'avancées, il y a eu des explications, des points qui ont été faits avec les différents acteurs concernés pour expliquer là où il y avait blocage, qui n'est pas le fait du gouvernement. Nous savons qu'il y a des blocages institutionnels, législatifs et textuels par rapport à la tenue des élections locales qui sont en train d'être analysés par les différentes parties. Elles ont toutes convenu lorsqu'elles se retrouvaient à ce sujet qu'il était impossible d'organiser les élections communales en juin, au mois de juin dernier, et chacun est en train de chercher des solutions. Donc c'est bien de dire oui, il y a des points qui n'ont pas été respectés. Il faut savoir encore pourquoi ils n'ont pas été respectés. Est-ce qu'on peut parler en tant que tel de refus de respecter? Non, c'est les circonstances du terrain qui ont fait que certains points n'ont pas pu être appliqués. On aurait appris que le ministre de la Justice, qui est le président du dialogue, voulait raccrocher avec le dialogue pour se consacrer uniquement à la justice. Est-ce que vous le confirmez? Non, ce n'est pas une information confirmée. Le Premier ministre a reçu les acteurs du dialogue. Je faisais partie de cette rencontre et je peux vous dire que lors de cette rencontre, nous avons souligné et salué encore une fois l'engagement du ministre de la Justice à apporter sa contribution, quelle que soit la place qu'il aurait d'ailleurs à l'intérieur de ce dialogue, pour la résolution des problèmes qui se créent dans le cadre de ce dialogue-là. Donc pour le moment, la structure du dialogue politique en Guinée reste la même que celle qui prévalait jusqu'à la dernière fois où les acteurs se sont rencontrés.
journaliste à la télévision Évasion Guinée. Vous savez, monsieur le ministre, l'opposition soutient que les questions sur lesquelles on doit discuter au cours du dialogue politique sont entre autres la réorganisation de la CENI et l'examen du code électoral. Et on sait que lors des débats, la première session des lois à l'Assemblée nationale, ces questions ont été purement écartées. Ce qui va amener la classe opposante à reprendre les manifestations politiques. Est-ce que quelque part, cette opposition n'a pas raison, monsieur le ministre? S'il doit y avoir des réformes de texte, elles se feront dans la mesure où la loi le permet. Et dans la mesure où toutes les parties sont d'accord pour faire ces réformes de texte ou de législation. Donc, je ne sais pas dans quelles conditions ces réformes ont été repoussées, vous le dites, au niveau de l'Assemblée. Il doit y avoir bien des circonstances et des raisons qui ont amené à ça. Peut-être que le moment n'est pas choisi, peut-être que le moment n'est pas prévu par les textes. Je ne saurais me prononcer là-dessus, mais ce n'est pas non plus par la rue que ces révisions vont se faire. On nous a habitués à faire des réclamations et des exigences là où la loi ne donnait pas la place à ces exigences-là. On ne peut pas demander à un gouvernement d'assumer le fait qu'on viole la loi parce qu'on veut changer la CENI, on veut changer les règles. Donc sur cette question, je reste réservé jusqu'à ce que le législateur ou le ministère de l'administration du territoire donne plus d'informations sur les possibilités qu'il y a d'aménager la loi, la CENI ou le processus électoral en fonction du respect de nos textes. Groupe de presse Chérie FM TV, vous avez dit et insisté là-dessus que ce n'est jamais dans la rue qu'on peut trouver solution à nos différents problèmes, mais l'observateur aussi relève que le plus souvent c'est après une manifestation ou une série de manifestations que le gouvernement le plus souvent cède à certaines revendications. Est-ce que ce n'est pas vous-même qui encouragez ces manifestations? J'aimerais qu'on me donne un exemple où le gouvernement a cédé suite à des manifestations. Souvenez-vous, prenez la peine d'analyser les revendications de l'opposition jusqu'à présent, et dites-moi celle qui a fait l'objet d'un compromis suite à une manifestation. C'est pas compliqué. Vous avez, non, mais c'est pas dans la rue que ça s'est réglé. C'est au cours du dialogue. Oui. Mais à ce moment-là, c'est très simple. On transporte le débat dans la rue. Il y a des manifestations, on va dire en moyenne environ tous les 3-4 mois en Guinée depuis l'arrivée du président Alpha Condé au pouvoir. Donc, si vous analysez notre manière de fonctionner par rapport à ces manifestations, c'est évident qu'à un moment donné, vous allez avoir la tentation de faire la corrélation entre les décisions qu'on prend et les manifestations. Ça n'a absolument rien à voir. Justement, les manifestations font beaucoup plus mal à notre gouvernement que quelque autre événement, parce qu'elles entament la crédibilité de la Guinée, parce qu'elles menacent les investissements et parce qu'elles découragent les investisseurs. On n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait des manifestations. La preuve en est, c'est qu'à chaque fois, elles se terminent dans des conditions déplorables. Donc, ce n'est pas sous le coup ou la menace des manifestations que nous agissons. Nous agissons en fonction d'un calendrier, d'un certain nombre de règles que nous ne voulons pas voir violer. Alors, lorsqu'on dit que le dialogue existe et qu'on n'a pas besoin d'aller dans la rue, l'opposition insiste, elle continue à manifester, et lorsque le moment se présente pour qu'il y ait négociation, nous négocions et nous allons au dialogue. Si cela correspond par le fait du calendrier à une manifestation qui s'est tenue, ce n'est pas notre faute, c'est juste un concours de circonstances, mais il ne sera jamais question de céder ou d'accorder des avantages tout simplement parce que les gens menacent d'aller dans la rue. Je pense que vous avez cité un exemple, celui du vote des Guinéens de l'étranger, vous oubliez les centaines d'autres exemples où des revendications n'ont pas pu voir le jour, n'ont pas pu être satisfaites parce que de toute manière le gouvernement avait décidé qu'elle ne pourrait pas satisfaire ces revendications-là. Alors, Rio Tinto est parti, c'est la question sur toutes les lèvres. Vous décidez, par exemple, le gouvernement décide de reprendre le projet où Rio Tinto l'a laissé pour le mener à terme. Ouh là là, Rio Tinto est parti. Non, doucement. Doucement. Je ne suis pas le ministre des Mines, donc sur ce sujet, on communique avec beaucoup de précautions. Rio Tinto a parlé d'une intention, a fait une analyse de la situation. Le ministre des Mines a répondu en disant que pour la Guinée, le projet continue tel qu'il était et Rio Tinto doit respecter les engagements qu'il a eus. Donc vous regardez la déclaration du directeur général, le nouveau directeur général de Rio Tinto, à aucun moment il dit que Rio Tinto s'en va. Donc il faut prendre ces informations avec beaucoup de précautions, beaucoup de responsabilités. En ce qui concerne la Guinée, et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes les partenaires de Rio Tinto. Le ministre des Mines a fait un communiqué très clair en ce sens. Le projet n'est pas abandonné en tant que tel. Il y a eu des déclarations
qui vont être assumés par les uns et par les autres, mais de là à dire que Rio Tinto est parti et que la Guinée cherche un autre partenaire, c'est un gap. Si Rio Tinto s'en allait et que le gouvernement guinéen veuille poursuivre le projet jusqu'à bout, concrètement, comment ça allait se faire? Ça, c'est une question très technique à laquelle je suis proprement incapable de vous répondre. Donc, déjà, allons jusqu'au bout de ce qui existe avant d'envisager ce qui n'existe pas et ce qui, pour le moment, n'est que spéculation. Certainement, mon confrère, il est allé droit au but directement, mais en langage diplomatique, quand à analyser le communiqué du gouvernement et celui de Rio Tinto, on n'est pas loin de tirer la conclusion selon laquelle Rio Tinto voulait s'en aller. Concrètement, qu'est-ce qui bloque ce projet, monsieur le ministre? Rentrer dans les détails d'un sujet proprement technique et qui fait intervenir plusieurs notions. Mais je répète, votre travail en tant que journaliste, et je le conçois, c'est d'analyser les choses et de tirer peut-être des projections. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de la SFI, vis-à-vis de Chinalco, vis-à-vis de Rio Tinto, vis-à-vis du peuple de Guinée et de nos engagements. Nous ne pouvons pas déclarer des choses qui n'existent pas formellement. Donc, je m'en tiens au communiqué, certes de Rio Tinto, mais également et surtout à celui du ministre des Mines pour vous dire que, jusqu'à preuve du contraire, formellement, on ne peut pas dire que Rio Tinto est parti ou qu'il va partir, non. Il y a l'hôpital de Kamsa, par exemple, qui est une infrastructure de l'État que gère l'ANAIM, l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières. Il y a eu dernièrement un mouvement de débrayage du personnel contractuel demandant la révision de la situation de toutes ces personnes-là. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, il y a une approche pour essayer de situer ces personnes par rapport à leur situation? Oui, tout à fait. Je pense que l'ANAIM a été saisie de cette question. L'inspection du travail également s'intéresse à cette question et supervise ce qui se passe. Je ne saurais vous dire le sort qui a été décidé pour ces travailleurs-là. Je sais qu'il y a des actions qui sont en cours pour régulariser la situation. Comment ça va se faire? Ça, je n'ai pas cette information au moment où je vous parle. Indépendamment de ça, vous me donnez l'occasion d'évoquer plusieurs questions liées au travail. Dans beaucoup d'entreprises en Guinée aujourd'hui, vous avez des mouvements sociaux plus ou moins importants selon les entreprises. Il faut savoir que notre pays, après ce qui s'est passé pendant les 2 ans que nous venons de vivre, les entreprises ont énormément souffert de l'impact de l'épidémie Ebola et de la baisse des activités, ce qui a entraîné des mouvements sociaux dans beaucoup d'entreprises et qui fait qu'on a aujourd'hui des remous dans certaines entreprises. Nous espérons que rapidement la situation va revenir à une situation beaucoup plus saine et éviter que l'inspection du travail ait à se saisir de mouvements sociaux. Peut-être un mot sur la situation de Fria, la reprise de l'usine, le déplacement du président sur la Russie. Vous aurez toutes ces informations avec le ministre des Mines qui va bientôt avoir une conférence de presse. C'est très technique. Il y a eu une signature d'un accord qui moi-même m'intéresse beaucoup puisque au niveau de la formation professionnelle et de l'emploi, nous sommes concernés. Mais sur les détails, je vous renverrai au ministre des Mines. En parlant de la formation professionnelle, nous savons que la pyramide est renversée dans ce pays. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour peut-être les 10 ans à venir pour changer totalement la donne? Alors déjà, il faut que la presse s'intéresse beaucoup plus à la formation professionnelle, qu'on communique beaucoup, on le fait. Ça a commencé à changer, mais il faut développer les capacités et attirer les jeunes vers la formation professionnelle. C'est le cas aujourd'hui de plus en plus. Nous sommes en train de développer les capacités d'accueil avec de nouvelles écoles. Dans ma lettre de mission, j'ai pour objectif de construire au moins 10 nouvelles écoles professionnels d'ici 2020 et avec le partenariat qu'on a avec le secteur privé, ça devrait pouvoir booster les capacités d'accueil et de formation au métier dans la formation professionnelle. Je travaille également avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour orienter le maximum de bacheliers vers les métiers et je compte également mener une campagne en collaboration avec les médias pour attirer un maximum de jeunes vers l'apprentissage des métiers. Est-ce qu'on a aujourd'hui des enseignants qualifiés dans le domaine? Pas suffisamment. La première vague, la première cohorte qui est en formation au Maroc va rentrer, nous l'espérons très bientôt, l'année prochaine. Nous allons recruter, là, le ministère du Budget nous a autorisé à recruter avec le ministère de l'Enseignement préuniversitaire un peu moins de 500 nouveaux formateurs. Ça devrait permettre de rétablir l'équilibre et de faire de sorte que nous ayons suffisamment de formateurs dans ce secteur-là, de formateurs qualifiés. Monsieur le ministre, on se rappelle encore de ces manifestations récurrentes du côté de l'ENAM, les étudiants qui demandaient le paiement de leur pécule et chose qui peut décourager leurs aînés qui sont sur le chemin de venir. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui empêchait ou qu'est-ce qui retardait
le paiement ne se pécule, monsieur le ministre? Justement, c'était une nouvelle formule, c'était un nouveau projet. Il a fallu mettre en place la passerelle entre l'enseignement supérieur et l'enseignement technique pour que ces bourses quittent l'enseignement supérieur et transitent vers les écoles. Aujourd'hui, pour le moment en tout cas, c'est l'enseignement supérieur qui paye les boursiers, qu'ils soient au niveau des universités ou dans les établissements de formation professionnelle. Et donc c'est cette transition-là, cette gestion à cheval entre deux ministères qui a retardé ce paiement-là. Et comme vous le dites, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inquiété et sur lequel on se bat pour que ça ne se répète pas, parce que ça risque effectivement de décourager ceux qui veulent venir à l'enseignement technique. Donc je leur ai dit, j'ai parlé à ces jeunes en leur disant soyez patients, soyez courageux et compréhensifs, c'est une nouvelle méthode. Mais si on échoue avec vous, les gens n'auront plus envie de venir avec l'enseignement technique et la formation professionnelle, en tout cas les bacheliers. Et donc, il faut que ça marche. J'en discutais tout à l'heure encore avec le ministre de l'Enseignement supérieur pour faire de telle sorte que le mécanisme soit huilé et qu'on n'ait plus ce genre de dysfonctionnement. L'autre aspect, monsieur le ministre, dans cet enseignement professionnel, c'est aussi les réalités qu'on a toujours vécues avec l'enseignement supérieure, l'ouverture des universités privées où on peut recruter n'importe quel formateur pour enseigner. Aujourd'hui également, dans les universités privées, il y a des instituts qui sont créés, qui sont privés. Est-ce que vous avez un droit de regard? Si oui, comment vous procédez au contrôle pour une formation de qualité? Alors, dans l'enseignement professionnel, on a un droit de regard, mais il ne faut pas être naïf. On ne peut pas vérifier précisément tout ce que les gens font au niveau des écoles, surtout que ce sont les parents eux-mêmes, les élèves, qui vont faire de faux bacs, de faux diplômes pour entrer. Et donc le processus de vérification est très difficile. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met des barrières à l'arrivée, avec un système de contrôle pour que les bacs ne soient, enfin les diplômes qui nécessitent par exemple le bac, ne puissent être délivrés qu'à ceux qui sont titulaires réellement d'un bac, avec une poursuite de l'investigation jusqu'au niveau de l'enseignement préuniversitaire et de l'enseignement supérieur. Donc ce sont des mesures qu'on multiplie pour empêcher la fraude. Je vous donne un exemple très simple sur les candidatures pour le concours de recrutement à la fonction publique. Au niveau de la santé, sur 20 et quelques mille dossiers qui étaient déposés, il y en avait 8000 qui étaient des faux diplômes. Donc, les gens n'ont même pas peur de venir postuler pour travailler dans la santé avec des faux diplômes. Ça veut dire que l'ampleur de la tâche est énorme, mais en même temps, ça veut dire qu'en même temps, on a été capable de repérer ces personnes-là. Donc, c'est durcir le système de contrôle, durcir le système de sanctions, jusqu'à ce que les gens comprennent que ça ne sert à rien, qu'il y a tellement de verrous que c'est plus facile d'aller apprendre normalement ou de chercher un métier qui correspond à votre formation plutôt que d'essayer de tricher. Est-ce qu'à l'horizon 2020 ou peut-être selon les prévisions que vous faites au département de l'enseignement technique, est-ce qu'on a un objectif chiffré du nombre d'emplois à créer? Alors, on a des objectifs secteur par secteur. Ce sont des statistiques qu'il faut prendre avec des pincettes. J'ai toujours annoncé que le secteur minier à lui seul est capable d'absorber 200 000 emplois, le secteur agricole plus, et sans compter tous les autres secteurs des télécoms, des travaux publics, le secteur des services, et ainsi de suite, de l'hôtellerie et du tourisme. Donc, notre objectif, ce n'est pas tant de prévoir combien d'emplois seront disponibles, mais c'est surtout les spécialités par secteur pour faire de telle sorte que la formation corresponde aux besoins du marché de l'emploi et que donc notre système de formation soit capable de répondre à ces besoins-là. Nous avons suffisamment aujourd'hui de personnes formées qui peuvent meubler les emplois qui seront disponibles. Il faut rendre les emplois disponibles, il faut créer les conditions de démarrage de ces différents projets pour que il y a des perspectives pour la jeunesse. Ce n'est pas suffisant. Si les gens ne sont pas formés, quel que soit le nombre d'emplois qui existera, ça ne changera pas grand-chose à la donne. Il est très probable que si les projets qui s'annoncent se développent, je vous donne un exemple très simple, sur le bassin en Basse-Côte, dans la région de Bokeh, avec Guinea Alumina Corporation et l'extension de la CBG, c'est un investissement de plus de 2,4 milliards de dollars à épuiser d'ici 2018 pour des perspectives de plus de 7000 emplois, directs et indirects. Aujourd'hui, nous n'avons pas les ouvriers qui peuvent meubler ces 7000 emplois. Donc il y a une course contre la montre qu'on organise avec le secteur privé et qui devrait pouvoir permettre de donner cette main-d'œuvre-là. Donc c'est un véritable challenge, faire de la formation sur mesure qui corresponde aux besoins du marché de l'emploi, en se préoccupant certes avec les études qui sont en train d'être menées sur les perspectives d'emploi, qu'on connaît région par région, qui ne sont pas encore agrégées, mais que nous espérons pouvoir disposer, dont nous
espérons pouvoir disposer dans un document global sur la politique nationale de l'emploi que l'Agence française de développement et le BIT aident mon département à mettre en place. Monsieur le ministre, en tant que porte-parole du gouvernement, qu'est-ce que ça vous fait de voir Conakry comme ça, très sale? Déjà en tant que citoyen, tout simplement, c'est déplorable. Alors, c'est une problématique qui étonne les gens parce qu'on se dit comment ça se fait que ce n'est pas réglé encore. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on prend le problème dans l'autre sens. Imaginez que la gestion des ordures au quotidien, en principe, est de l'apanage, de la responsabilité des collectivités. Les élus locaux sont ceux-là même qui doivent rendre compte à leurs concitoyens et faire de telle sorte que l'espace dans lequel ils vivent est propre et sain. Sinon, le grand risque qu'ils courent, c'est que les prochaines élections, qui normalement se tiennent tous les 5 ans, ce maire-là ou ce chef de quartier ne sera pas reconduit par la population parce qu'il aura été incapable d'assainir l'endroit où il vit. Or, comme vous le savez, et on revient à la question des élections, la plupart de nos élus locaux n'ont plus cette légitimité. Ils sont pratiquement sûrs que lors des prochaines élections, ils risquent de ne pas être là. Donc cet engagement vis-à-vis de la responsabilisation, la responsabilité de leur espace de vie n'est plus aussi fort qu'avant. Premier élément. L'information ne remontant pas et la désorganisation d'un certain nombre de services aidants, on n'a pas su, on n'a pas pu arriver, sauf par étapes, à gérer définitivement cette question d'ordure. Le défi que le gouvernement a aujourd'hui, c'est de trouver la solution définitive, durable, et en aménagement l'espace de dégagement des ordures et en organisant la collecte avec un partenaire fiable. Pendant longtemps, nous avons eu des partenaires qui venaient promettre monts et merveilles, mais qui à l'arrivée n'étaient pas capables ou se dérobaient aux obligations qu'ils avaient promis de remplir. Aujourd'hui, entre le SPTD, l'administration du territoire, le ministère de l'Environnement, nous espérons que la solution définitive va être trouvée. Ce qui retarde, c'est que nous ne voulons pas adopter de solutions conjoncturelles ou juste ponctuelles, alors que le problème est durable, il faut le trouver de manière définitive. Nous avons trouvé l'espace de Dubreka, vers Dubreka. L'aménagement va permettre aujourd'hui de dégager les ordures et des solutions d'urgence sont en train d'être dégagées pour permettre que d'ici l'arrivée de ce partenaire technique qui va régler, nous l'espérons définitivement, ce problème, nous puissions rendre notre espace vital propre et sain. Le gouvernorat estime qu'il faut ramener le SPTD dans le portefeuille du gouvernorat. À ce niveau, je ne sais pas, est-ce que le gouvernement a pris des décisions pour régler un peu ce différend entre ces deux services? Ce qui s'est passé, c'est que la délégation, enfin le pouvoir du SPTD ont été transférés à un moment donné au niveau du ministère de l'administration du territoire, comme vous le dites, et pour des circonstances spécifiques à un moment donné. Et la question aujourd'hui de lui rendre toute sa plénitude de moyens pour qu'il fonctionne directement effectivement avec le gouvernorat et que le ministère de l'administration du territoire n'assure que l'ancrage institutionnel et l'aspect stratégique. Donc nous sommes sur cette voie et ça devrait pouvoir voir le jour très bientôt. Vous avez dit tout à l'heure que cette affaire, vous ne voulez pas la résoudre de façon conjoncturelle. Pourtant, à faire un tour dans les couloirs, par exemple, du gouvernorat, on se rend compte que cette affaire d'assainissement étant devenue aujourd'hui une vache laitière pour beaucoup, il y a même des employés du gouvernorat qui, on le sait avec la complicité de qui, créent des structures d'assainissement et qui se font passer aujourd'hui pour des professionnels sur le terrain ne disposant aucun moyen, encore moins de matériel. Qu'en pensez-vous? Ce sont des accusations graves, mais ce serait bien. J'espère que vous avez les moyens de les étayer. Comme ça permettra au gouvernement de prendre ses responsabilités par rapport à ça. On ne peut pas effectivement admettre qu'on soit juge et parti et qu'un fonctionnaire, en tout cas quelqu'un qui travaille dans un domaine donné, s'accapare les moyens de travailler et d'obtenir des marchés de l'État. Donc si ce que vous dites est vrai, il suffit de remonter les informations et j'espère que rapidement nous les aurons afin de pouvoir traiter cette question pour peu qu'elle soit vraie. Mais je ne suis pas capable de vous les confirmer ou les infirmer. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas permettre ça. À l'occasion de l'arrivée du président Paul Kagame à Conakry, on a signé un accord spécifique dans le nettoyage de Conakry. Où nous en sommes? Je ne suis pas au courant de cet accord. Je crois que ça, vous allez attendre le gouverneur ou le ministre de l'administration du territoire. Je sais qu'il y a des relations avec le Rwanda sur un certain nombre de sujets. Le Rwanda est effectivement un exemple intéressant en termes d'assainissement, de gestion de la ville, la politique de la ville. Comment il a pris forme et sous quel type de contrat, je ne serais pas capable de vous le dire.
Une commission avait été créée il y a un peu plus de 3 ans avec une direction logée au Matane, au ministère de l'administration du territoire, et avec un fonds pour la gestion notamment des ordures. On parle de plus de 3,5 milliards. Aujourd'hui, qu'en est-il par rapport à ce fonds et est-ce que cette commission fonctionne réellement? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur un certain fonds qui avait été donné. Est-ce qu'il a été libéré, il a été mis à disposition, est-ce qu'il a fonctionné? Je ne m'aventurerai pas sur ces spéculations-là. Ce que je sais, et je viens de vous le dire, c'est que pour un problème bien précis, on avait transféré le SPTD, en tout cas les compétences du SPTD, au ministère de l'administration du territoire. Ce qui apparemment n'a pas permis de faire fonctionner la machine à assainir la ville de Conakry, le système, de manière optimale. Il est question aujourd'hui de rétablir les choses telles qu'elles sont, en respectant les prérogatives des uns et des autres, pour que ça marche. Ça, je peux vous le confirmer maintenant. Le temps que ça voit le jour, peut-être que vous aurez des précisions de la part et du gouverneur et du ministre de l'administration du territoire. Une campagne de reboisement qui a été lancée récemment. On voit la ministre et ses collègues qui défilent de département en département pour la levée de fonds. Est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'il y a un mécanisme qui a été mis en place ou qui sera mis en place par le gouvernement pour suivre cet argent qui sera versé, parce qu'on sait, on appelle même des citoyens lambda à contribuer. Et on sait qu'au temps de Garafiri, par exemple, les citoyens, ils ont contribué, mais après, le résultat n'a pas été concluant. Tout à fait. Donc nous avons même demandé à la ministre comment on fait pour gérer ces fonds. Mais je crois que ce sont des contributions plutôt symboliques qui n'iront jamais au niveau de ce que cela a été auparavant, notamment par exemple pour Garafiri. Donc c'est une manière pour la ministre d'engager tout le monde à cette campagne de reboisement. C'est très ponctuel. Contributeur ou pas, tout le monde est engagé et tout le monde doit pouvoir planter au moins un arbre, éviter d'en couper un autre. Donc c'est purement symbolique. Maintenant, la ministre elle-même a prévu que ces fonds seraient gérés de manière transparente et qu'elle en rendra compte. Donc le moment venu, elle vous donnera les explications sur l'utilisation qui a été faite de ces fonds. Monsieur le ministre, l'autre problème qui fatigue beaucoup, surtout les usagers, c'est le fait que des simples citoyens déversent des tas d'immondices dans la chaussée même, empêchant la circulation. Pourtant, quand on essaye de s'informer, on dit parfois que c'est des gens qui évoluent dans le secteur aujourd'hui, qui n'ont aucune possibilité d'avoir des sous. C'est pourquoi ils créent de telles situations. Vous avez parlé tout à l'heure, suite à la question de Daouda, que s'il a les informations, alors que le gouvernement, l'État a plus d'éléments informateur que tout le monde. Est-ce que vous êtes au courant que cela, parfois, se fait à dessein pour des actes de sabotage et que fait le gouvernement pour interdire de telles situations? Quand il y a des actes de sabotage avérés et qu'on met la main sur les auteurs, il est évident que la sanction tombe. Donc je ne saurais pas vous dire pourquoi, si oui ou non, à tel endroit, à Bessia, à Ratoma, à Matoto, on a mis la main sur telle ou telle personne. Je n'ai pas ces statistiques-là. J'espère qu'on a mis la main sur certains d'entre eux. Mais lorsque c'est clairement fait, ce sont des choses qu'on connaît. Et ce n'est pas simplement dans le domaine de l'assainissement. Vous avez des secteurs dans le domaine du travail où certaines personnes qui, des fois, sont en concussion avec des membres de l'administration eux-mêmes, créent des troubles pour pouvoir remettre en place un certain nombre de situations de rente ou de malversation. Ce sont des choses qui sont connues. Quand l'État y a accès, l'État sévit, mais encore faudrait-il qu'il ait l'information et qu'elle soit vraie. Nous sommes très méfiants, en tout cas au niveau des autorités judiciaires, très méfiants sur les on-dit, le qu'en dira-t-on. Trop souvent, des personnes ont été clouées au pilori sur la base d'informations qui étaient fausses, en tout cas incomplètes. Et donc, ma réponse est très claire. Si on a des éléments probants qui prouvent que telle personne s'est livrée à tel type de malversation, à tel type de comportement, nous sanctionnerons. Encore faudrait-il qu'on ait ces informations et qu'on ne les ait pas déjà exploitées, parce que très souvent, lorsque l'information arrive au niveau de la presse, des fois, la sanction a déjà été prise. Mais voilà, là, comme il dit, de manière générale, il y a des gens qui font des malversations ou qui créent des sociétés. Ça existe dans tous les ministères. Il faut encore que ce soit vrai et que cette société ait eu un marché, que ça a été dommageable. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. L'État n'a aucun intérêt à fermer les yeux et à faire comme si tout allait bien et que tout le monde était honnête. Nous savons très bien que ce n'est pas le cas. Vous avez dit tout à l'heure que les fonds collectés par le ministère de l'Environnement sont à titre symbolique. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus intelligent, plus judicieux d'aller vers des structures qui existent, telles que le FEM, le Fonds mondial pour l'environnement, pour financer cette opération de reboisement? Alors, encore faudrait-il que ça rentre dans ces attributions-là. Moi, je n'en sais rien. La ministre a toutes les informations par rapport à ces éléments. Mais avant d'aller voir un fonds, demandons-nous, même Guinéens, qu'est-ce qu'on fait pour
rendre notre forêt telle qu'elle était avant. On vient d'avoir une discussion au Conseil des ministres sur la coupe de bois, sur les feux de forêt, les feux de brousse qui dévastent notre environnement. Ça, ce n'est pas les fonds étrangers qui vont venir régler la question. C'est la prise de conscience des Guinéens, d'abord eux-mêmes, par des campagnes de sensibilisation, par un engagement formel qui va permettre d'impulser la lutte contre la déforestation, qui est aujourd'hui un des véritables défis, peut-être plus grave encore que celui de l'assainissement, que celui des élections communales ou des manifestations. C'est un véritable défi. Et nous comprenons la démarche de Madame la ministre de l'Environnement pour faire comprendre que c'est quelque chose qui nous concerne. On doit être capable de donner des moyens, ne serait-ce que des ressources financières, de s'engager par un geste fort, mais aussi et surtout en prenant conscience. Donc toutes les autres aides sont les bienvenues, mais ce genre d'organisme-là attend toujours qu'un État fasse lui-même la preuve de son engagement à régler un problème avant qu'il intervienne. Pour instaurer de nouveau la loi Fillon ? Pourquoi pas? C'est une manière de relancer cette fameuse loi. Nous, les ministres en charge de l'éducation, avons proposé que chaque élève plante un arbre, mais effectivement, ça fait partie des propositions de la ministre de l'Environnement et des mesures allant dans ce sens sont en train d'être prises. Vous avez dû suivre il y a quelques semaines de cela lors du Conseil des ministres que nous avons mis en place la semaine de l'environnement, la journée de l'arbre et ainsi de suite. Donc plusieurs initiatives sont en train d'être prises qui vous seront mieux détaillées par les responsables de l'environnement. Monsieur le ministre, concernant la justice aujourd'hui, on sait que plusieurs crises sociales sont entretenues par ce qu'on appellerait entre griffes l'injustice. Et beaucoup estiment aujourd'hui que le ministre Cheikh Sako, à son arrivée, il y avait beaucoup d'espoir, mais aujourd'hui, l'appareil judiciaire continue toujours à être ce qu'il a toujours été. Qu'est-ce que vous pouvez concrètement dire aux populations aujourd'hui par rapport... Qu'est-ce que vous pouvez concrètement dire aujourd'hui à la population par rapport à la sainteté dans l'appareil judiciaire? Alors, si vous trouvez sur la planète un appareil judiciaire sain, je vous donne tout de suite toutes les récompenses que vous voulez. Ça n'existe pas, la sainteté, elle n'appartient qu'à Dieu. On est en pleine période de Ramadan, ça tombe bien. Je crois que vous êtes un peu sévère. Je crois que la plupart de ceux qui accompagnent la Guinée louent les efforts qui ont été faits au niveau du ministère de la Justice pour assainir ce secteur-là. Il y a tout le temps des brebis galeuses. C'est la même chose au niveau des services de sécurité. Vous avez une seule action qui met à terre tous les efforts qui ont été faits. Quand, par exemple, on filme un policier en train de prendre de l'argent, quels que soient les effets et les efforts d'une réforme du secteur de la sécurité, cette simple image et la symbolique qu'elle incarne mettent le doute sur l'ensemble du système. Donc aujourd'hui, avec la défonctionnalisation des syndicats, avec des magistrats, avec la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature qui n'a jamais vu le jour en Guinée, avec les sanctions qui ont été appliquées pour la première fois à des magistrats. On n'avait jamais sanctionné de magistrats en République de Guinée. Là, il y en a une quinzaine qui ont été sanctionnés. Je crois que les efforts de M. Cheikh Sako sont des efforts qui n'ont jamais vu le jour en République de Guinée, avec la réforme du code pénal, avec le travail. Pour la première fois depuis pratiquement l'indépendance, on construit une nouvelle prison. Je crois que c'est un peu sévère de dire que les efforts sont déçus, n'atteignent pas leur cible. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail à faire. Former un magistrat, ça prend beaucoup de temps. En recruter, le mettre en place, faire de telle sorte que la justice elle-même comprenne la réforme et l'accompagne, ça prend du temps. Mais de manière générale, je crois que le bilan de M. Cheikh Sako est largement positif par rapport à ce qu'on a connu à la République de Guinée. Maintenant, il reste encore beaucoup de choses à faire et je suis convaincu que Cheikh Sako est celui-là qui peut mener à bien l'ensemble de ces réformes-là et faire de telle sorte qu'on ne revienne plus à une situation où, effectivement, la justice évoluait en vase clos et où elle était menée par le bout du doigt par l'exécutif. Aujourd'hui, tous les ministres ont une peur bleue, même d'appeler un magistrat, de peur que Cheikh Sako vous tombe dessus en vous disant pourquoi vous avez appelé tel magistrat et vous n'avez pas à l'appeler, vous n'avez pas à lui dire quoi que ce soit. Personne n'ose aujourd'hui interférer dans les affaires judiciaires. Ceux qui le font et qui se font prendre par le ministre de la Justice, je peux vous dire qu'ils passent un mauvais quart d'heure. Pourtant, Monsieur le ministre, quand on regarde au niveau de Kouroussa, par exemple, des citoyens se permettent d'aller ouvrir une prison, lyncher des présumés coupables de quelque chose, c'est beaucoup plus récurrent ces derniers temps. La volonté qu'ont les citoyens aujourd'hui
à se rendre justice. Tout cela, est-ce que ce ne sont quand même pas les prémices d'une impunité dans un pays? Je suis d'accord, mais vous savez, ceci ne vient pas de maintenant. C'est une accumulation de frustration qui ne date pas depuis que nous sommes aux affaires, depuis que Cheikh Sako est là. C'est une accumulation de frustrations qui font qu'à un moment donné, les gens cèdent, mais ça, ce n'est pas excusable. Ce n'est pas propre à la Guinée. Je vous rappelle que on parle de la loi des séries. Une fois qu'il y a eu cette image, on a vu dans plusieurs autres pays d'Afrique ce même genre de choses qui se passaient avant. Moi, j'ai eu à discuter avec des journalistes qui m'ont dit que les images sont impressionnantes, mais qu'ils avaient vu pire ailleurs. Ce n'est pas une excuse. On ne doit pas permettre ça. Et effectivement, l'État doit donner suffisamment confiance aux citoyens pour qu'ils évitent de se faire justice eux-mêmes. Mais dans tous les pays du monde, ce genre de situation peut se présenter. Maintenant, on glose souvent sur l'impunité. En Guinée, lorsque quelqu'un est pris, il est sanctionné. Les gens font croire le contraire. Ce n'est pas vrai. Maintenant, il faut aussi faire des choix. Je disais la dernière fois, je vous ai donné un exemple. Vous avez un concours où il y a 20 000 personnes qui sont recrutables, qui déposent leur dossier. Il y en a 8 000 qui font des faux dossiers. 8 000 qui ont déposé des faux dossiers. Normalement, les 8 000 là doivent aller en prison. Tous les gens qui les ont accompagnés doivent aller en prison. Tous les complices qui ont eu connaissance de ça doivent aller en prison. Quelle est la prison en Guinée qui peut accueillir les 8 000? Il n'y en a pas. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que l'État est mis face à des choix où on gère l'urgence, ce qui est important et urgent, et on se réserve la possibilité d'aménager d'autres situations pour tenir compte des moyens que l'État a de prendre en compte toutes ces situations. On préférait mettre l'accent sur la réforme du système de l'éducation et de la santé, donner plus de moyens aux médecins, plus de moyens aux professeurs qu'en donner à la justice ou à la police ou à l'armée, ou construire des prisons. Malheureusement, on est obligé de faire face à toutes ces urgences-là, en faisant parfois des choix douloureux qui, aux yeux de la population ou de certaines analyses, sont des mauvais choix, mais qui sont des choix nécessaires et qu'on ne peut pas éluder. Monsieur le ministre, la peine de mort est à... Il y a eu un moratoire. Il y a eu un moratoire sur la peine de mort. Alors, monsieur le ministre, quelle va être la portée de cette abolition pour nous, si c'est fait? Ça veut dire que pendant le temps où ce moratoire existe, pendant le temps où la peine de mort est abolie, il n'y aura pas d'exécution en République de Guinée. C'est aussi simple que ça. Et concrètement, ça va changer quoi sur la criminalité? Je peux vous dire que pour celui qui doit être exécuté, ça change beaucoup de choses. Maintenant, sur la criminalité, la question c'est... Les théories existent. Moi, je ne vais pas prendre la place du ministre de la Justice pour faire ce débat-là, ou même, peut-être que lui-même est hors de ce débat. Ça appartient aux philosophes, aux religieux, aux leaders sociaux, à la société civile de savoir est-ce qu'on maintient ou pas la peine de mort. La question, c'est un choix qu'on est obligé de faire à un moment donné. J'ai en mémoire les travaux d'un pénaliste italien, Beccaria, qui disait que ce n'est pas la sévérité de la peine qui est importante, c'est la certitude que celui qui a été sanctionné va subir sa peine, quelle qu'elle soit. Que ce soit 10 ans ou 15 ans, si la personne sait qu'il va faire 10 ans de prison, c'est beaucoup plus dissuasif que si vous le condamnez à des peines lourdes et qu'il ne les fait pas, ou alors que d'autres ne subissent pas ces peines-là. Donc le débat existe. Je ne pense pas que j'ai la légitimité ou toutes les connaissances pour juger s'il est bon et s'il est mauvais. Le gouvernement et le président de la République sont des personnes qui analysent les situations et qui prennent des décisions. On a décidé qu'il n'était pas relevant par rapport au risque que cela comporte de continuer à appliquer la peine de mort pour le moment. Monsieur le ministre, une délégation de la Cour pénale internationale était récemment à Conakry pour une visite depuis les événements de 2009 au Grand Stade de Conakry. Aujourd'hui, sur le plan national, on en est où par rapport à la gestion de ce dossier? C'est trop technique pour moi. J'attendrai le ministre de la Justice. Surtout que c'est quand même des questions procédurales avec des conséquences. Tout ce qu'on dit peut avoir une influence sur le dossier. Je ne peux pas prendre le risque de m'exprimer sur ça. On espère que ce balai, que ces visites récurrentes à Conakry ne signifient pas qu'il y a un manque de collaboration de l'État guinéen. Non, il l'aurait dit. Je crois que la CPI a cette particularité de ne pas avoir sa langue dans la poche. Et lorsqu'un État ne coopère pas, on l'a vu par ailleurs, elle est la première à le dénoncer. Je pense que la Guinée fait sa part de travail en tenant compte d'un certain nombre de contraintes. Moi, j'ai une question par rapport à la nouvelle loi qui a été adoptée récemment par le Parlement sur la cybercriminalité. Si on prend par exemple, je crois l'article 35 de cette loi qui prévoit des peines très lourdes à l'encontre, que ce soit des journalistes ou d'autres citoyens, alors que la peine, je vais essayer de dire, cette peine va, je crois, de 6 mois à 3 ans, que tu sois journaliste ou pas. Alors que la loi L002 sur la liberté de la presse
tend à dépénaliser les délits de presse. Monsieur le ministre, est-ce que à ce niveau, cette loi que certains qualifient même de liberticide, aujourd'hui des ONG haussent le ton afin qu'elle soit amendée. Aujourd'hui, quelle est la position du gouvernement face à tout ça? Je pense que c'est une mauvaise lecture de cette loi. Elle n'est pas contradictoire avec la loi portant liberté de la presse. On parle de crime, de cybercriminalité. On ne parle pas d'un journaliste qui aurait dit, qui aurait émis une opinion qui ne plairait pas à quelqu'un. On parle de quelqu'un qui utilise le cyberespace pour commettre des crimes, des délits, escroquer les gens, attirer les gens dans des guet-apens, saboter un certain nombre d'institutions ou de réseaux. C'est de ça qu'on parle. Donc ça n'a rien à voir avec la liberté de la presse en tant que telle. Et je crois que ceux qui sont victimes des cybercriminels ne seraient pas d'accord avec l'approche de ces ONG-là qui peut-être, elles, n'ont pas eu à subir ce genre de désagréments. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des pirates qui peuvent passer par des sites, commettre des crimes au nom des journalistes. Si tel sera le cas, est-ce que le travail des journalistes n'est pas mis en cause? L'enquête déterminera si effectivement il y a eu usurpation d'identité. Ça, c'est l'enquête qui le détermine. Ce qu'on parle, on parle dans l'absolu, de manière générique, de la loi en tant que telle qui sanctionne des crimes commis grâce aux outils informatiques. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, lorsqu'il y a usurpation d'identité, ça relève comme du droit pénal. C'est comme si vous me disiez aujourd'hui, on est allé voler chez quelqu'un, on a accusé un innocent. Le problème, ce n'est pas la loi, c'est l'enquête telle qu'elle a été menée qui n'a pas permis de déterminer le vrai coupable. Ça sera pareil dans le cadre de la cybercriminalité.